Bonjour, je suis Frédéric Molas et je suis youtubeur has-been. Bonjour, je suis Sébastien Rossia et je suis youtubeur has-been avec cet has-been là. Et juste, vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, vous êtes derrière quelle chaîne YouTube? Et ensemble, on fait la chaîne Joueur du Grenier. Et le bazar du grenier aussi. Ah, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Une chaîne de short sinon? C'est la nôtre ou pas? Je sais pas. Il faut attaquer. Est-ce que, on va commencer par le début, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en quelques mots, hein, pas une biographie, mais voilà, vos enfances respectives, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu où est-ce que vous avez grandi, dans quel cadre, c'était quoi vos passions, vos hobbies, etc. Né dans le petit village en 1980, en l'an de grâce 1982. Ah, moi j'avais amicalement votre dans la tête. Ah ouais? Le split screen. Non, bah, Sauf que écoute, tous les deux on galère. non, bah, écoute, moi j'ai eu une enfance comme beaucoup de gens dans les années 90. Hein. J'ai pas trop joué aux jeux vidéo au tout début parce que ça existait pas. Enfin, si, ça existait, mais c'est juste que j'avais pas tout ce qui est Atari 2600, machin, etc. Je l'avais pas eu. Et finalement, j'ai eu ma première console, je l'ai eu quand j'ai eu 8 ans, donc en 1989 peut-être. Ou je sais pas, il faut compter, par là. Et c'était une Lynx Atari. C'est après ça que j'ai commencé à vraiment jouer à des jeux vidéo, parce qu'avant ça, c'était surtout des jeux électroniques, des petits machins comme ça, mais j'avais moi-même pas de console. Moi c'est à peu près pareil, même si bah, comme tout le monde c'est le chemin classique. J'ai démarré avec la NES. Première du nom, c'était vraiment l'explosion à l'époque. Même si avant j'avais une console, c'était de la récup, c'était une copie de Pong comme il y en avait eu des milliards. Et la console, je l'oublierai jamais parce qu'elle s'appelait la Bip Bip 4. On dirait un nom que j'ai inventé, tu vois, un mauvais scénariste qui pourrait inventer le nom d'une console, mais non, elle a existé. Donc c'était des manettes où tu tournais un truc et voilà, t'avais des raquettes, tout ça, en noir et blanc. Et sinon, oui, la NES, voilà, c'est vraiment la porte ouverte vers le jeu vidéo et la No Life Free, mais sinon, oui, bah, on est la génération Club Dorothée, tout simplement. Hein. Effectivement. Vous étiez quel type d'élève à l'école? Ah, ça dépend la période en fait. Je m'en souviens pas. Moi, toute ma période de primaire, je m'en souviens pas. J'étais plutôt timide. En fait, j'étais surtout très réservé. Et d'une manière générale, j'ai été très très réservé jusqu'à mon lycée quasiment. Jusqu'au moment où j'ai commencé à faire des jeux de rôle. Et c'est à partir de là où ça m'a décoincé. Parce que le jeu de rôle, c'est thérapeutique en fait. Le jeu de rôle, c'est du théâtre d'improvisation qu'on fait devant quelques personnes. Donc c'est encore pire de faire ça devant quelques personnes. Parce que des gens te regardent dans le blanc des yeux. Alors que quand tu es devant un théâtre, devant 10 000 personnes, tu fais même plus gaffe aux gens. Mais c'est vraiment à partir de là, ça m'a décoincé. Sinon, ouais, j'étais plutôt timide, très réservé. Aussi parce que le fait que comme j'étais un peu gros, du coup, j'osais pas trop aller vers les gens, machin, etc. Donc c'est vrai que les journées passées, j'attendais juste de pouvoir rentrer chez moi pour faire mes trucs, en fait. Moi, c'est un peu pareil. Le fait d'être déjà, ben, ouais, avoir de l'embonpoint étant jeune, on te met déjà dans une case, en fait, des gens hein, qui sont un peu à part, tu vois. Donc, tu fais pas de vagues et tu restes un peu dans ton coin. Et moi, le seul moyen de survivre, c'était de faire des blagounettes, en fait. Donc, j'étais un peu biclassé. Voilà, je traînais Bah, un peu avec les nerds du coin, mais... De toute façon, quand t'es gros, c'est ou t'es rigolo ou t'es oui. timide. Ou t'es violent aussi, voilà. Ou t'es violent, ouais, c'est voilà, vrai. si tu tapes les gens, Si ils tu viennent pas vers toi. C'est ça. Si tu choisis ta classe et ta spé. C'est ça, exactement. Ok. En fait, ce qui est un peu intéressant dans votre cas, c'est que quand on parle aujourd'hui à des créateurs de contenu sur Internet, ils ont eux-mêmes grandi en regardant YouTube, en regardant ce qui se faisait sur Internet. Vous, c'est pas vraiment le cas. En fait, quand vous avez grandi, Internet n'existait pas et YouTube est arrivé finalement pas très longtemps avant que vous lanciez votre chaîne. Vous, quelles ont été vos inspirations et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer sur YouTube? Sur YouTube, ben, en fait, quand on a commencé à faire des vidéos YouTube, moi je regardais un petit peu de YouTube et il y avait quelques personnes que je regardais, et surtout une en fait qui s'appelait l'Angry Video Game Nerd, qui est donc la personne qui a inventé le concept des Angry Reviews, donc qui est de fait de prendre un mauvais jeu vidéo et de le critiquer, et qui faisait donc une vidéo, enfin qui faisait des vidéos qui s'appellent la VGN. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, en fait là, nous à cette période-là, on était en 2008-2009. Donc bah, on travaillait déjà dans la vidéo, on faisait des vidéos, mais pour des mairies, des trucs institutionnels comme ça. Et il y a un moment donné où on n'a plus de boulot, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a plus de clients, parce que machin, enfin bon voilà, plus de budget. Mais on a quand même quelques mois à tirer de salaire, parce qu'il nous reste 6 mois, peut-être 6 mois de salaire à tirer, où on sait qu'on va avoir du salaire jusqu'à la fin de l'année, mais on n'a plus rien à faire, on n'a plus de projet. Donc bah, la question se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'est-ce qu'on fait de ces 6 mois? Est-ce qu'on fait rien? Solution 1. Solution 2, est-ce que
On fait des trucs, mais vraiment, et ça, on y a pensé hein, même à un moment, de faire des trucs juste pour pas perdre la main, d'aller filmer la fête de l'artichaut et de faire des faux reportages dessus qu'on met sur YouTube, comme on avait fait avant. C'était tellement pas stimulant. Oui, c'était zéro stimulant, effectivement. Hmm. Ou solution 3, bah, est-ce qu'on fait quelque chose qui nous plaît un petit peu et on essaye de le faire pour s'amuser, quoi. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait même pas la moindre idée d'en gagner sa vie, parce que ça n'existait pas. De toute façon, Il n'y avait aucun plan de carrière du tout. Ouais. Ah oui. Franchement, à la base, on faisait ça pour s'amuser. Et puis pour faire quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans le YouTube français, en fait. Déjà que le YouTube n'était pas trop développé, il y avait peu de gens sur la plateforme. Il y avait beaucoup de personnes sur Dailymotion, et encore, c'était des gens qui jouaient à des jeux, mais qui ne se filmaient pas. Il y avait pas... Enfin, c'était pas démocratisé, tout le matériel. Sur YouTube, tu avais Hooper, tu avais quelques personnes, mais c'est pas... C'est des vidéos de gameplay, tu voyais pas le visage de la personne. C'est ça, c'est du gaming à la scène, il n'y a pas la caméra encore. Il faut dire, en même temps, c'était même avant la HD, hein, donc il n'y avait même pas des dinosaures, c'est fou. C'était avant les caméras HD. On se rendait compte à l'époque. Il y avait Rémi Gaillard, par exemple. Il y avait Rémi Gaillard, effectivement, dans un genre complètement à part, du coup. Et puis Rémi Gaillard, il était un petit peu à la télé aussi, non, en même temps. Il faisait pas des trucs pour la télé. Il a un relationnel avec la télé très particulier. Je sais plus. Arthur a essayé de l'avoir, je sais pas quoi. Enfin, je peux pas rentrer dans ces détails. Ouais, je sais plus exactement. Mais bref, en tout cas, sur le gaming, il y avait personne. Et comme c'était avant Cyprien et avant tous ces gens-là qui, eux, ils étaient sur Dailymotion encore, c'était à cette période. Et donc, bah, on fait ça en se disant, bah, vas-y, on fait ça, on s'amuse. Et puis voilà. Et puis après, dans 6 mois, chacun repart de son côté. Et on ira trouver un boulot ailleurs. Et on fait ça, ça marche bien, les retours sont cool, on en fait une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, voyant que ça marche bien au bout de 6 mois et que ça fait vraiment beaucoup de vues par rapport à l'époque. Parce qu'à l'époque, on se rendait pas trop compte, hein, nous-mêmes. Hein. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, tu faisais une vidéo qui fait... Maintenant, tu fais une vidéo qui fait 40 000 vues... tout le monde le fait, quoi, tu vois. Mais à l'époque, 40 000 vues, c'était genre le buzz absolu, quoi, sur YouTube. Et donc, on décide après ça, on a décidé de continuer sur notre chômage. Et de fil en aiguille, on est arrivé à gagner notre vie avec. Et on en est là aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce 30 septembre 2009, quand vous avez uploadé la vidéo? Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là? Est-ce que vous vous êtes dit quelque chose genre, ah tiens, on est peut-être sur un truc nouveau? Ou vous vous êtes juste dit, tiens, ça va faire marrer mes potes? C'est même pas les potes en fait, c'est vrai qu'on n'a même pas montré autour de nous, c'était vraiment... c'était pour Internet en fait. Puis pour se faire plaisir. Et surtout, voilà, le seul truc c'est que à la base, quand on avait démarré le projet, on voulait partir dans une direction vraiment opposée de notre homologue américain, histoire qu'on ne soit pas accusé de plagiat ou quoi que ce soit. Et du coup, on est parti dans l'optique de faire que des jeux free-to-play, histoire d'avoir une espèce de ligne éditoriale. Et en fait, on s'est rendu compte vite que ça ne nous stimulait pas. C'était chiant, puis on n'avait pas grand-chose à dire. Et c'est pour ça qu'on aimait l'émission, c'est qu'il parlait des jeux de son enfance, mais... Qui est la nôtre. Qui est la nôtre aussi, parce que nous aussi, on a eu la Nintendo. Voilà, nous aussi, on a joué à Tortue Ninja, on a joué un peu au même truc. Donc on s'est dit, ah, mais non, on a envie de parler de ça, on a envie de parler des dessins animés, c'est vraiment des trucs qui nous touchent. Donc c'est pour ça qu'on a bifurqué sur les Chevaliers de Zodiac et Tintin. Parce que... on s'est dit, pourquoi se retenir de parler quelque chose de notre enfance qu'on connaît, qu'on a vécu, sous prétexte qu'un mec à l'autre bout du monde a eu la même chose. Voilà, c'est normal, on est plein à être né en 1982, donc il n'y a pas de raison de se priver en fait. Après, on s'est forcé, pour les vidéos qui ont suivi, d'éviter de faire les mêmes sujets que lui. Oui, au début, on essayait d'éviter ça. Et puis même, c'est vrai que les 2 premières vidéos, c'est vrai que ça singeait un petit peu trop ce que faisait la VGN, ne serait-ce qu'au niveau des grimaces, de la construction. Et en fait, c'est avec le temps qu'on s'en est détaché, hein, c'est naturel. Et on n'en a pas parlé, mais comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés à une formation d'audiovisuel, là où on était avant de faire JDG, on faisait des vidéos dans une association qu'on avait nous-mêmes créée. Et avant ça encore, on faisait une formation d'audiovisuel dans un centre qui s'appelle l'IDEM, qui était au Soleil, à côté de Perpignan. Et c'est là-dedans qu'on s'est rencontrés dans un exercice de sémiologie. On s'est rencontrés dans la formation, mais on a accroché surtout dans un exercice de sémiologie qui consistait en fait à recréer une histoire à partir d'images qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Et donc là où tout le monde faisait cet exercice super sérieusement, en créant des histoires un peu dramatiques, nous on s'est retrouvés avec des images genre où il y avait une église, le toit d'une église, un chat, une image de meuf, etc. Et donc on a commencé à inventer mais n'importe quoi, et on était mort de rire pendant qu'on exposait ça au reste de la classe devant le prof qui lui ne riait pas du tout. Et ça nous a fait beaucoup rire, et du coup on a commencé à faire les exos ensemble après, je crois.
Parce que ouais, on s'est vite rendu compte que, enfin nous, voilà, on a fait le bilan, on est là pour se marrer, C'est faire vrai. des trucs pour se marrer, Oui. parce qu'on s'est rendu compte que le niveau était plutôt bas et que nous, en fait, on avait un peu touché notre bille dans notre coin sur des logiciels de montage. Et Ça fait un peu grosse tête de dire oui, ça. complètement. C'est pour ça que je choisis mes mots, c'est très délicat. Mais voilà, c'était une initiation au montage, enfin Oui. voilà, tout ce qui était touché autour de l'audiovisuel. Et voilà, vu que nous, on avait un peu manipulé dans notre coin, on survolait un petit peu le lot sans vouloir se la péter. Mais voilà, on dépannait les profs souvent, voilà. Mais c'est pour ça qu'on n'apprenait pas trop. On n'apprenait pas grand-chose. Grand-chose, Moi, ouais, je sais voilà. que je faisais du montage déjà à titre personnel. Avant, je faisais des machinima avant même cette formation. Toi aussi, Moi aussi, je faisais des petits courts-métrages, Ouais, voilà. des effets spéciaux avec mon frère, des trucs tournés dans le jardin. Mais voilà, du coup, on s'ennuyait un petit peu. Bah. Donc on s'est dit, bon, on va essayer de bricoler nos trucs et s'amuser, quoi. On se marrait. Hein. Et Joueur du Grenier, qui a eu l'idée de ce nom et pourquoi? Je crois que c'est tous les deux, mais c'est venu de manière super. Vraiment, c'est venu en 2 minutes. C'est vraiment, on a fait. Ah ouais, moi je me rappelle que c'était un peu mon idée, mais tu l'avais pas aimé au début. Ah ouais Et quand, quand on a créé la chaîne, t'as fait, oh, bah, j'ai mis Joueur du Grenier finalement. Ah ouais, je m'en Alors que souviens. c'était la première idée que On tu avait, pas eu, trop. on avait eu Big Review comme Ouais, idée. c'est vraiment ça qu'on a retenu. Finalement, c'est qui bien, était quoi. juste parce que ça faisait Big Bisou. Parce qu'on avait déjà la chemise en fait. Ouais, il y avait la chemise, effectivement. Voilà. Il y avait l'idée Donc de on la a dit chemise. comment on surfe là-dessus, comment on peut créer un nom là-dessus. On a dit, oh, mais. Bah, c'est Carlos, machin, Big Bisou, Big Review. Voilà, et on voulait faire un générique. De Big Review. Finalement, c'est bien qu'on l'ait pas fait. C'est bien qu'on l'ait pas fait, C'est bien effectivement. qu'on l'ait pas fait. Et puis après, il y avait aussi un mélange de plusieurs trucs. Il y avait Morning Live quelques années avant qui faisait les clips du grenier, je crois. Les tubes du grenier. Les tubes ouais. du grenier. C'était ça l'inspiration. Effectivement. Et du On coup, voulait pas de titres américains aussi, on voulait Oui. pas des angry video Exactement. game, machin, parce qu'on voulait assumer le côté Freischware. exactement. Voilà. Et du coup, finalement, on a fait grenier, poussière, jeux vidéo. Voilà, genre de grenier. Big Review. Oui. Donc on sait d'où vient Great Review alors. Ah, C'est vrai, salaud. Vous avez déménagé en Bretagne en 2012, c'est ça? Peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pourquoi avoir décidé de déménager en Bretagne et qu'est-ce que ça vous a apporté? bah, en fait, en 2012, c'était le moment où on commençait à gagner un peu d'argent, enfin, parce que c'était à partir de 2011 et notre rencontre avec Fanta et Bob, et surtout Fanta en fait, qui nous a permis de gagner des sous et de monétiser la chaîne. Donc on commençait à gagner de l'argent et à ce moment-là, moi j'avais 26 ans, toi aussi, du coup. Et bon, t'es encore chez nos parents, bon, ça commence à bien faire quoi, à 26 ans. Et du coup, on s'est dit, bah, ce serait cool de déménager, ce serait cool d'aller ailleurs. Pourquoi pas de se rapprocher de là où il y a tout ce qui est rapport avec l'audiovisuel, Paris. Paris, bien sûr. Puis après, on a regardé les loyers et on a fait pas Paris. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, c'est aussi la période en fait où on était en contact avec des gens bah, dans le coin qui avaient formé un truc qui s'appelait le Vortex à l'époque. Et qui donc, dedans, il y avait Usul, Dorian qui faisait les premiers 3615. Il y avait Real Me Up et Cœur de Vandal qui faisaient les 80 miles à l'heure à l'époque, qui est devenu Speed Game plus tard sur JVC. C'est le collectif Nesblog. Après, le Oui, Vortex, c'est devenu sur oui. Arte, mais Pardon, le Vortex, c'était un truc en off. C'était Nesblog, pardon, c'est vrai. Et du coup, ça s'appelait Nesblog. Et donc, à ce moment-là, on discutait et ils nous ont dit ah, bah, si vous déménagez, vous savez pas où aller, vous avez qu'à venir par ici. Comme ça, on met nos moyens en commun, on prend un ingé son tous en commun. Et puis, Des locaux avec un fond vert qu'on partage. voilà, des locaux. Et on met nos moyens en commun, en fait. Parce que c'est vrai qu'on s'entendait bien avec eux. On faisait toujours, ils apparaissaient des fois dans nos vidéos. Il y avait des petits caméos à distance comme ça. Mais on s'est dit, bah, écoutez, pourquoi pas. Et donc, à ce moment-là, ils étaient à Novoitou, à côté de Rennes. Et donc, ils commençaient tout juste à déménager sur Fougères. Ben, on est arrivé ici. Et puis, ouais, puis la ville, je suis venu. Moi, je crois qu'on est venu ici une fois. Mais la ville, j'aimais bien. Je suis pas spécialement. Comme je suis pas spécialement, j'ai pas besoin de sortir et d'avoir la teuf de la night pour être heureux. Donc, Non, le coin était sympa. Ouais, et puis, c'était ouais. pas cher. C'était pas cher, ouais, Surtout. voilà. Je voulais venir, mais effectivement. C'était vraiment pas cher. Retourner dans le sud, vous y pensez? Ah non. Ah, vraiment, je peux. Aucune envie. Quoi. Moi, je crois que mon ADN a muté. Je supporte Ah. plus la chaleur dans le sud en été. Ah ouais, c'est pas possible. Moi, C'est ouais. de pire en pire chaque année. Donc, Ouais. Non, les trucs où tu dors pas pendant 2 mois en été parce qu'il fait 37 degrés dans la piole, non, c'est impossible. Quoi. Et quand est-ce que vous avez fondé votre société et combien de personnes aujourd'hui elle emploie? Bah, ça a dû être. Bah, après, la société, elle était fondée. mais dès le début, parce qu'on devait déclarer les revenus. Non, dès qu'on a eu des revenus. Oui, ouais, voilà. Dès qu'on a eu des revenus, on l'a. Alors, par contre, on avait déposé le nom à l'INPI avant, je crois, quand même, histoire d'éviter Ah de. oui, c'est vrai. Histoire d'éviter de. Voilà. Mais la société, on l'a fondée en 2011 à peu près. Et maintenant, bah, il y a nous deux, il y a Nico en ingé son, il y a Panda qui est chargé de prod.
Il y a Jess qui est assistante chargée de prod, et puis il y a d'autres gens qui bossent avec nous. Personne en alternance. Ouais, voilà. Et donc, grosso modo, à temps plein, elle emploie combien de personnes à On peu est près? 6. Ouais, c'est ça, on est C'est ça. 6 plus une alternante. Ok. On va faire un peu un bond dans le temps. On va passer en 2019. En 2019, Fred, vous sortez une vidéo qui s'appelle YouTube m'ennuie. Voilà, où vous dénoncez notamment comment dire, le développement un peu trop envahissant du fit and fun, notamment sur YouTube. Et vous dites même vous sentir déconnecté de YouTube. On est en 2024. Est-ce que vous avez encore ce sentiment-là aujourd'hui? Bah, en vrai, oui, et en même temps, oui, mais je peux le justifier parce que l'argument, c'est au-delà du fit and fun, c'est le côté télévisation. C'est pas du tout français. J'ai très bien compris. Mais Oui, voilà, t'as compris ce que je veux dire, mais c'est la YouTube qui se télévise. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris l'idée. Mais ce que je disais à l'époque, c'est que j'aimais pas cette direction. Et en fait, et l'avenir a prouvé que finalement j'avais raison, hein, parce que maintenant, il y a littéralement Danse avec les stars sur Internet. Dans les plateaux télé. Dans les plateaux de télé, TF1, ils ont même fait une diffusés soirée à la spéciale télé. diffusée à la télé, ouais. Donc oui, Donc la effectivement. boucle est bouclée, c'est Ouais, voilà. fini, quoi. Puis même, voilà. Et quelque part, je me dis, à partir du moment où on prend un média, qu'on injecte énormément de pognon dedans, c'est pour moi, c'est condamné à devenir la télé. En fait, ça ne peut pas devenir autre chose que la télé. Tu prends un mec qui est tout seul dans sa chambre, tu lui donnes plein de fric, il va s'acheter il va se dire, au début, il écrit des articles, mais il va se dire, bah, si j'écris des articles, je peux les faire à la radio. Ah, bah, si j'ai plein d'argent, je vais m'acheter une caméra, et puis un bon micro, et puis un éclairage, et puis ah bah attends, je vais pas le faire dans ma chambre, je vais le faire dans un décor, et bah, ça devient la télé en fait. Donc je me dis, c'est juste les moyens qui font que c'est juste l'argent en fait. C'est l'argent injecté dans YouTube qui fait que tout devient peu à peu quelque chose qui ressemble lentement à la télé. Et après, au-delà de ça, sur le côté... C'est ce qui est populaire surtout, parce que Oui. tu vois, nous aussi, le fait qu'on ait eu des moyens supplémentaires, ça nous a permis de développer, d'avoir du matériel, s'entourer de personnes et faire des Bien sûr. vidéos un peu plus ambitieuses. Mais après, voilà, ça va faire aigri comme commentaire, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu la facilité d'aller sur ce genre de formats qui sont très populaires, tu vois, de Oui, bien sûr. reproduire ce qui plaît à la télé, quoi. Que de faire des formats un peu niche Bah, ils ont... enfin, ça existe sur YouTube, mais c'est les moins populaires. Je comprends en même temps, il y a tellement de concurrence maintenant Oui, sur YouTube. oui, ça c'est vrai. Il y a, vraiment, on n'est plus en 2012 où tu pouvais apparaître avec un concept... Nous, on se lancerait aujourd'hui. Ça marcherait pas, non mais c'est sûr, bien sûr. Quand nous on a commencé, ça allait. T'avais une caméra pourrie, un son pas terrible, tu pouvais te lancer et les gens te remarquaient et tu pouvais réussir à percer. Maintenant, Les gens aimaient le côté homemade aussi à l'époque. Ça revient un peu maintenant, tu vois, avec des mecs comme Feldup, ça revient un petit peu. Mais voilà, là où maintenant, c'est forcément, on va tendre de plus en plus vers des concepts qui ressemblent à la télé. Et ce truc de fit and fun, en fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve les chaînes perdent leur identité. C'est ce que je disais, c'est tu vas sur la chaîne je ne veux pas citer des noms du coup, mais tu vas sur la chaîne de YouTuber X, tu vas tout le temps voir les mêmes têtes partout. Et du coup, en fait, si tu ouvres la chaîne de YouTuber X, Y et Z, c'est tout le monde est partout tout le temps. Tu retrouves les mêmes concepts. Oui, c'est les mêmes genres de concepts. C'est le format de l'imposteur, tu vois. C'est juste, il y a des déclinaisons de ça sur toutes les chaînes. C'est ça. Et du coup, tu es en mode, mais je sais, si tu enlèves le titre, tu sais pas sur la chaîne de qui tu es en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Vous l'avez très bien cité, il y a des concepts qui émergent, notamment Feldup, mais il y en a d'autres. Et avec le format vertical sur les shorts aussi, YouTube maintenant met d'autres créateurs en avant qui ont des concepts de mini-sketch en quelques secondes ou des choses comme ça. Alors, il y avait Vine avant, effectivement, mais on y revient. Donc, finalement, il y a peut-être la place pour les deux sur YouTube. Le côté vraiment télévisuel, fit and fun, les grandes vidéos. Ah oui, mais évidemment, il y a de la place pour les deux. Ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait un format qui écrase l'autre, en fait. C'est après, sur les formats short, bon, bah, les formats short, j'en parle pas parce que ça, c'est vraiment un truc que je ne consomme pas du tout. Donc, je vais pas juger ou dire mon avis sur un truc que je consomme pas. Tout ce qui est short, j'ai jamais installé TikTok de ma vie. Short, j'en regarde pas du tout. Mais après, c'est cyclique. Hein, TikTok, c'est Vine, en fait, hein, qui revient quelques années après, quoi. Donc, c'est cool, hein, si ça permet de faire des petits sketchs. Non, Vous allez fêter vos 15 ans cette année. Vous faites partie de la première vague de youtubeurs français qui ont vraiment connu le succès. Vous êtes
maintenant quasiment les derniers, ou en tout cas les derniers à avoir gardé ce même concept. Un petit peu, il y a un peu de ça. Vous êtes un peu vous êtes un peu des vétérans du YouTube français. Euh, Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience? Est-ce que c'est quelque chose qui vous travaille? De vous dire, bah voilà, on a commencé en même temps que des gens comme Norman, Cyprien ou d'autres. Toujours là. Hein. Bah, oui, mais par exemple, Cyprien, Ouais, maintenant, il est ouais. plus sur des courts-métrages. Norman, il est plus trop là en ce moment. Vous avez gardé un même concept. C'est le même concept que vous avez depuis 2009, que vous continuez. Alors, il a évolué, bien sûr. Mais voilà, vous avez gardé quand même ce même concept. Vous êtes donc parmi on va dire les derniers à être encore comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous conscientisez? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête, ou est-ce que vous avancez? On le sait, et on en joue, on fait partie de la première génération. Là, actuellement, on dit souvent on en est à la 5e génération de youtubeurs. Nous, on fait partie de la première génération. Mais, et puis on le sait, on en joue et on en plaisante. Hein, le fait qu'on est vieux, que JDG, c'est un truc qui a 15 ans. C'est les gens qui nous regardaient quand on a commencé les vidéos JDG, c'est des gens qui étaient au lycée. Donc on dit souvent JDG, c'est devenu un truc de vieux, mais c'est un truc de vieux parce que les gens qui étaient jeunes avant, ils sont vieillis, quoi. Les gens qui nous regardaient quand on a commencé, c'était des lycéens, exactement comme les gens qui regardent Joyka ou Mastu maintenant, quoi. C'est juste que bah, les lycéens, ils ont 15 ans de plus, quoi. Donc effectivement, mais après, oui, on le conscientise. On sait très bien que ça ne va pas durer éternellement. Moi-même, quand là, j'ai 42 ans, la prochaine dizaine que je vais passer, c'est 50. Quand j'aurai 55 ans, que j'aurai des cheveux blancs, j'aurai peut-être pas envie et l'énergie de faire ouais, je pourris, vous vous souvenez, c'est sorti sur NES il y a 50 ans. Enfin, Il y en aura toujours, hein, c'est ça qui est bien. Hein. il y en aura toujours, effectivement. Mais voilà, est-ce que le public sera. Après, en vrai, la vérité, c'est tant que le public est là, nous, on continuera, quoi. Ah ouais, c'est ça le vrai baromètre, hein, parce que C'est ça. une période, on n'arrêtait pas de teaser notre fin en disant Oui. ouais, non, mais c'est presque terminé, C'est ça. C'est ça. on arrive au bout, on est rincé. Et en fait, les gens sont toujours là, donc on se dit tant que ça fonctionne, on continue. C'est ça. Et par contre, la petite gloriole, c'est qu'on a dépassé le Club Dorothée, parce que ça aussi, c'est le truc rigolo. Quand des gens nous disaient ah, vous êtes un peu le Club Gloriole. Dorothée. Non, ça se dit, c'est un véritable Ah ouais nom. D'accord. Oui, Ok. notre gloriole. Oh non, pitié. Bah, je sais pas, j'ai jamais entendu ça. Si, quand même, validez-moi notre Ça existe Gloriole, ça marche. Oui, Ah, c'est d'accord. ça gloriole. Ok, C'est ok. français, hein, ouvrez le petit Robert. Non, Ok. ouvrez personne. Ouais. Tu t'enfonces. Tu t'enfonces. 15 ans, et c'est pas mal. On va revenir un peu sur ce thème-là, mais avant ça, vous avez parlé que vous aviez teasé plusieurs fois à la fin du joueur du grenier. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez toujours? Est-ce que vous réfléchissez toujours à une fin? Est-ce qu'il y aura une fin, ou est-ce qu'un jour vous allez juste plus poster de vidéos comme certains ont fait? Bah, je suppose que si un jour on décide que ce sera la dernière vidéo, on fera un truc spécial, j'espère. Mais non. On l'anticipera, ouais. parce Ouais, que, voilà. Comme on a beaucoup d'employés aussi, ça serait bizarre Bah que oui, le jour même, après bon. on tire la prise, au revoir tout le monde. Il y a aussi des raisons purement techniques, c'est que nous, si on arrête de bosser, on arrête de gagner notre vie, quoi. Donc, il y a ça qu'il faut voir aussi. Donc oui, c'est tant que le public est là, tant que ça nous plaît, Aussi, ouais. tout bêtement. Parce que là, effectivement, en fait, quand je dis, ça veut pas dire, si on dit on déciderait d'arrêter, ça veut pas dire on débranche la prise et puis d'un seul coup, il n'y a plus de vidéo nulle part. Parce que encore une fois, si on fait ça, ben, nous, on fait quoi? Comment on paye notre loyer, quoi? Donc c'est plutôt le concept joueur du grenier. Est-ce que le concept joueur du grenier aura une fin? Pour l'instant, non. À chaque fois, moi, vraiment, à chaque épisode, chaque mois, je me dis, putain, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire le mois prochain. Oh, c'est la merde, pas d'idée, qu'est-ce qu'on va foutre? Oh là là, est-ce que c'est le dernier épisode? Et en fait, à chaque fois, ça fait 5 ans qu'on fait ça, que je me pose cette question, et à chaque fois, on trouve. Donc, en vrai, j'ai arrêté de me la poser, quoi. Donc pas date de fin, en tout cas, dans vos Ah têtes. non. Et s'il devait y avoir une fin, ce serait quoi l'étape d'après? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que pourrait y avoir, je sais pas, le cinéma, la télé? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous pensez à un après, ou est-ce que pas du tout? Je n'ai jamais véritablement posé la question. Je ne sais pas si on pourrait développer une carrière ailleurs. Après, on a investi dans des locaux, on a du matériel, donc on pourrait continuer à faire des On vidéos pourrait continuer à faire des vidéos. dans effectivement. notre coin, en fait. Bien sûr. Mais après, de toute façon, en vrai, Il n'y a jamais eu de plan de carrière derrière ça. ça dépend si on parle de l'après-joueur du grenier ou de l'après-internet, en fait. Parce que c'est pas parce que joueur du grenier s'arrête qu'on doit arrêter de faire des vidéos. Donc voilà, après, ça dépend. Moi, si on parle dans 20 ans, j'en sais rien, peut-être qu'effectivement, j'aurais arrêté les vidéos parce que j'aurais plus l'énergie de le faire. Mais à ce moment-là, j'espère que j'aurais mis assez de fric de côté pour pouvoir vivre ma retraite. Mais ça, c'est une autre question. Mais sinon... Ça dépend des plateformes. après Aussi, Internet, on est il y a tributaire de YouTube. Ouais, oui, exactement. Ça peut s'arrêter demain, en vrai. On voit que Twitch s'est arrêté en Corée comme ça en un mois.
Et là, maintenant, il n'y a plus de Twitchers. Enfin, c'est fini, quoi, Twitch. Donc, ça peut arriver si demain, il y a une loi française ou européenne qui passe en disant ah bon, YouTube, maintenant, c'est interdit parce que ça fait monopolise, il n'y a pas de concurrence, j'en sais rien. Ça peut s'arrêter demain, en fait. Et ben, il faudra s'adapter. Donc, en vrai, en fait, c'est tant qu'on sait écrire et qu'on a des idées, ça continue, ça peut continuer indéfiniment, en vrai. Après, bon, il y a des trucs qu'on aimerait faire. Par exemple, je sais qu'on aimerait bien faire un jeu vidéo pour bien plus tard, peut-être, mais voilà, ou ce genre de choses. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que YouTube devenait un peu la télé, mais est-ce que vous estimez quand même, pardon, excusez-moi, est-ce que vous estimez quand même être plus libre aujourd'hui sur YouTube qu'à la télé? Oh, oui, je pense. Ah, c'est compliqué avec le temps, hein. Enfin, je veux dire, au tout début, on pouvait mettre les musiques qu'on voulait, C'est des vrai, extraits oui, vidéo oui. qu'on voulait. Ça, c'est vrai. Là, voilà, si on veut être bien référencé sur la plateforme, il faut faire un peu gaffe. Mais oui, globalement, on est quand Des même. fois, c'est même l'inverse, hein, parce que des fois, à la télé, tu lances un reportage et tu fais ah, tiens, il y a la musique de Pirates des Caraïbes. Oui, Et je suis pas sûr qu'ils le déclarent réellement. Oh, si, ils payent de la SACEM, mais ils ont beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai. Mais en termes de censure aussi, des fois, c'est un peu incompréhensible. Les lois de YouTube, on comprend pas, quoi. En fait, c'est peut-être qu'à la télé, les règles sont plus claires, là où YouTube, c'est un peu à la gueule. Voilà, c'est En technique. plus, YouTube, c'est une entreprise américaine Voilà, implantée sur c'est le sol ça. français. C'est donc, la je loi sais pas. californienne C'est qui ça. s'applique en France, mais en même temps, c'est la loi californienne et la loi française, elles sont opposées sur certains trucs. Donc des fois, ils nous disent ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et tu peux leur montrer la loi française en disant bah, si, regardez, c'est marqué. Et YouTube va te dire bah non, on s'en fout, c'est nous qui déciderons, on s'en va les couilles. Donc voilà, c'est peut-être ça, ça qui est dur. Typiquement, dans la prochaine vidéo, il y a un moment où on a une scène de sexe dans un jeu vidéo. Il y a des personnages qui ont une scène de sexe, mais habillés. Et c'est là où on ne sait pas trop, parce que les règles de YouTube sur ce genre de trucs, elles sont super floues. Il dit oui, représentation sexuelle, machin, vous n'avez pas le droit, mais en même temps, ils entretiennent volontairement des règles floues pour pouvoir censurer à la carte ce qui leur plaît pas, en fait. Et ça, c'est effectivement, ça, c'est des trucs qui sont compliqués, quoi. Justement, vous aviez eu une vidéo qui avait été censurée, la vidéo sur Duck Nukem, si Ouais. je ne me trompe pas, et vous-même, vous aviez pris la parole à ce moment-là pour justement critiquer un peu ce système de démonétisation sur YouTube. Euh, est-ce que vous en avez est-ce que vous en avez parlé avec YouTube et qu'est-ce qu'ils vous répondent en fait quand vous exprimez ce genre d'opinion? Alors moi oui, j'en ai parlé avec YouTube. Maintenant après je vais pas dire ce qu'on m'a dit en message privé parce que ça reste des messages privés avec les gens qui bossent là-bas. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que bah, finalement YouTube et Twitch c'est un petit peu la même chose. C'est que c'est pas YouTube France ne décide de rien en fait. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui dit fais ça, YouTube France ils disent oui maître et puis ils le font et puis c'est tout. C'est donc il n'y a pas de la loi française n'existe pas pour YouTube, hein, c'est ça le truc. Et il y a quand même, oui, il y a des gros problèmes. Il y a plein de problèmes du fait que les gens que nous, avec qui on est en contact, n'ont pas le droit de parler aux gens qui modèrent. Et des fois, la vidéo, elle va être vue par un modérateur. C'est le problème des règles floues. C'est que la vidéo, elle va être vue par un modérateur en Italie qui va dire non, c'est bon, tout va bien. Puis ensuite, la Terre va tourner et puis elle va être vue une deuxième fois par un modérateur aux États-Unis qui va faire ah non, ça c'est inadmissible, qui va la censurer. Et on se retrouve avec des cas où la vidéo, ben nous ça nous est arrivé sur Duke Nukem, où la vidéo va être censurée, décensurée, recensurée, redécensurée, recensurée comme ça, 3 fois en l'espace de 48 heures. Et où toi tu envoies des messages sur YouTube en disant mais qu'est-ce que vous faites? Et YouTube ils font ouais, alors il y a un modérateur qui a dit non, puis l'autre qui a dit oui, et puis enfin c'est voilà, donc le problème, c'est qu'eux-mêmes n'en savent rien. Et puis ça, en plus, derrière, le fait qu'il y a des informations qu'ils cachent, et tout le monde le sait qu'ils le cachent, mais eux, ils font genre, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Genre, le principe du shadow ban, ça existe, ça a été prouvé. Il y a des gens qui sont allés dans les fichiers de YouTube où il y a un indicateur, il y a un chiffre secret qui correspond au degré de fiabilité des YouTubeurs, entre guillemets, qui va classer les YouTubeurs selon est-ce que c'est des YouTubeurs safe, genre Amixem, ou des mecs un petit peu plus olé olé, ou voire même carrément pas recommandables. Et cet indicateur, il existe, il y a des gens qui l'ont vu, qui en ont parlé, et c'est prouvé, mais YouTube continue à dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Enfin, donc ça rend zinzin, quoi. On parlait de potentielle fin du jeu de gagner. On a vu ces derniers temps beaucoup de chaînes justement fermées, notamment dans le monde anglo-saxon, mais aussi un peu en France. J'ai plus le nom en tête. Chaîne de voitures notamment en France qui a gagné le GP. Villebrequin, exactement, merci. Et beaucoup parlent de burn-out, notamment sur YouTube. Est-ce que c'est
quelque chose auquel vous avez été confronté? Et si c'est pas le cas, comment vous expliquez que vous, 15 ans plus tard, vous continuez votre chemin? Ça dépend de ce qu'on appelle le burn-out, en fait. Moi, j'ai pas suivi les raisons pour vivre requin. C'est le duo s'est séparé, c'est tout. D'accord. Le duo s'est séparé. Il y en a un, il y avait enfin, ils ont repris. Il y en a un qui a arrêté et l'autre qui est parti faire un truc pour la télé et qui l'a réadapté. Dernière fois, il a fait un épisode qui apparemment a été super bien reçu. Moi, je n'ai pas trop regardé parce que c'est pas spécialement ma cam, les bagnoles. Mais apparemment, c'est plutôt cool. Sans forcément parler de burn-out, mais on a vu par exemple Squeezie aussi qui a fait une pause. Oui. Quand vous voyez voilà, ce genre de choses, est-ce que vous, par exemple, vous avez jamais vraiment fait de pause? Est-ce que vous pensez qu'il y a, voilà, il y a une question autour des conditions de travail et de la pression qu'on peut avoir à faire des vidéos sur YouTube? Après, nous, on n'a jamais fait de pause, mais aussi on a un rythme plus lent globalement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a un rythme moins intensif, parce qu'on bosse tout le temps, mais on a un rythme de sortie qui est plus lent. On sort une vidéo tous les 2 mois maintenant, à peu près en moyenne. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête comme ça pour. Après, il y a le bazar en parallèle. Il y a le bazar en parallèle, effectivement, c'est quand même intense, hein, je ne dis pas le contraire. Mais pour les Il y a JDG. eu des phases, il y a eu des années un peu plus intenses que d'autres où c'était Oui. un peu plus compliqué. Mais là, on va dire qu'on a trouvé. Le fait de s'entourer, d'avoir des gens Oui, qui oui. nous aident pour les montages et autre chose pour les tournages, ça facilite un peu C'est ça. le travail, quoi. Puis on est moins dépendant. Nous, comme on fait jamais de caméo, en fait, hein, du coup, on n'est pas dépendant des gens externes pour le. Puis enfin, vraiment ça. En fait, c'est On un a peu. tellement pas de planning aussi. On a... Oui, Parce que je suppose que voilà, tous ces youtubeurs comme Squeezie et tout, je pense qu'ils pensent 5 vidéos en avance. ouais, bien sûr. Ils ont plein de trucs planifiés, donc ils ont des rendez-vous tout le temps. Nous, on est tellement fait tendu en permanence que. Ouais. Enfin, je sais pas, c'est pas les mêmes méthodes de travail, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont dans le jus. Ouais, ouais. Je ne saurais pas dire, hein, je suis pas dans Ouais, leur ouais, tête. Moi, pareil. je suis pas dans leur tête, donc je saurais pas dire pourquoi eux ils ont des burn-out et nous on n'a pas spécialement eu, mais c'est. Et nous, à la base, bah, peut-être, enfin, en tout cas au début, c'est vu qu'on a démarré ça pour se marrer et qu'on était deux aussi, parce que j'imagine quand tu démarres tout seul dans ta chambre, Oui, ça ouais, va bien être sûr. une autre limonade. Bien sûr. Donc voilà, on pourrait pas se comparer à eux, quoi. C'est très différent. Ouais, ouais. Je sais pas, vraiment, c'est peut-être. J'en sais rien, je saurais pas dire. Il y a le public aussi, il y a le côté aussi, parce que je parle par rapport à Mastu aussi, Mm. il y a ce côté popularité de youtubeur, tu vois, donc quand Ouais. tu sors de chez toi, tu te fais un peu alpaguer. Donc il y a peut-être cette pression Je- aussi je- qui je joue pense qu'il y a- beaucoup. Ceux qui vivent dans les grandes villes, tu vois, là, nous on est à Fougères, donc Ouais. on est tranquille, mais. Je mais, pense qu'il y a un côté aussi sur le fait que nous, notre chaîne, ça fait longtemps qu'elle stagne en fait. Et donc on a accepté le fait que ça ne montrait plus, tu vois. Comme notre public, il a quand même vieilli. Notre public, c'est plus que des trentenaires maintenant. C'est peut-être moins. Enfin, nous on est à 3,5 millions depuis 7 ans. Je veux dire, ça ne me Non, on a la vieille Skoda sur l'autoroute comme Ouais, ça, ne qui me- double tout le monde, ça ne parce monte, qu'ils ont crevé ou quoi, mais, ça mais ne qui monte plus. continuent à rouler. Mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a une obsession des stats ou j'en sais rien. Alors que nous, c'est vrai que nous, on a accepté que nos vidéos, elles font pas tant de vues que ça, mais que ça nous suffit, quoi. Évidemment. Vous avez évoqué tout à l'heure, vous parliez de Dorothée. Est-ce que vous êtes, vous considérez comme quelqu'un d'assez nostalgique, notamment de cette période-là, des années 90 Oui, ça serait. Prétendre le contraire serait un mensonge, je pense. Ah, moi, ça dépend pourquoi. Moi, je suis très content de vivre avec la technologie qu'on a actuellement, tu vois, c'est quand même assez fou. Moi, j'aime bien être un vieux con, des fois. Mais ouais, ouais, ça dépend des sujets. C'est vrai que sur le côté dessin animé, tu vois, il n'y a pas photo, je suis désolé. Tu regardes les générations de maintenant, tu fais. Nous, on avait ça, ça, ça. Enfin voilà, tu vois, la génération Dragon Ball, c'est quand même assez fou. Je regarde pas trop les dessins animés de maintenant, honnêtement, mais c'est sur l'ambiance d'une manière générale. En fait, moi, je dirais c'est plus sur l'ambiance. Alors après, évidemment, toutes les générations, elles ont fantasmé et dit ça très certainement, mais je pense que cette fois-ci, j'ai raison. Sur l'aspect, vous parlez de génération Club Dorothée, génération Dorothée. Est-ce que vous n'avez pas un peu le sentiment que vous, finalement, en 15 ans, vous n'êtes pas peut-être vous-même devenu la génération Club Dorothée des millennials, de ceux qui ont grandi avec vos vidéos, qui avaient 14 ans pour la première et qui en ont aujourd'hui plus de 30? On nous dit ça souvent. De plus en plus, hein, il y a ce genre de message de j'ai grandi avec vous. Ouais. Ça fait à moitié plaisir. Non, mais c'est cool. Non, non, c'est gentil. super cool, je dis ça parce qu'on se Après, voilà, sent vieux, mais. Dorothée, c'était un épisode par jour qui durait 7 Ouais, heures bien sûr. pendant 10 ans. Bien Nous, sûr, bien sûr. nous, c'est tous les 2 mois, donc c'est pas la même chose. Mais oui, oui, non, c'est très cool. Au contraire, c'est un super compliment, en fait. Et ça vous fait pas plus réfléchir que ça? C'est juste un compliment? Ah bah oui, c'est un compliment. C'est pourquoi... Tu vois, d'être un référentiel pour la jeunesse française, peut-être, ça peut être. Bah, tant mieux, c'est chouette. Enfin, c'est une bonne nouvelle, quoi. Non, Je c'est le chouette. vois comme nous, on fait partie d'un groupe. Enfin, il y avait Oui, bien d'autres sûr. youtubeurs. Je pense qu'on
On fait partie d'une mouvance en fait. Bien sûr. Dorothée, c'était, il y avait qu'elle dans le créneau jeunesse, elle occupait tout l'espace quoi. Donc, mais c'est cool, ouais, ça fait grave plaisir. Et vous-même, Fred, vous avez un enfant. Oui. Est-ce que vous allez lui montrer vos vidéos un jour? Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez hâte ou pas forcément? Oh oui, franchement, un truc duquel je suis content, c'est que, parce que pour les avoir revus il n'y a pas très longtemps, parce que je fais des fois sur Twitch, je faisais des trucs où on revoyait nos anciennes vidéos, je n'ai honte d'aucune de nos vieilles vidéos. Vraiment, il y a, elles sont pas toutes au même niveau, il y en a qui sont meilleures que d'autres, machin, etc. Mais toutes nos anciennes vidéos, même les premières, il y a des bons gags, des trucs drôles, même dans les toutes premières vidéos qui ont 15 ans. Donc là-dessus, il y a beaucoup de youtubeurs qui regardent leurs vieilles vidéos qui font ah là là, c'est la honte, machin, machin. Ouais, cringe, machin. Ah non, pas du tout pareil, moi j'assume, même si c'est pas drôle ou quoi. Ouais. Je trouve que ça appartient à son époque, et puis C'est ça. bricoler des trucs. On voit que le montage a évolué avec le temps, Oui, que bien l'humour sûr. il a évolué, que c'est Tous les normal. décors, le physique. Ouais, l'acteur a changé. Mais sinon, à part ça, franchement, moi, je montrerai avec plaisir, bien sûr. Vous avez tous les deux une chaîne Twitch aussi, chacun de votre côté. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement d'avoir aussi une chaîne Twitch? De l'argent. Non, ben c'est pas la même relation en fait. Enfin, je sais pas toi comment tu vois ça, mais YouTube, les gens, enfin, tu postes ta vidéo, les gens ils arrivent, ils postent leurs commentaires. Moi, ça m'arrive, moi je lis les commentaires YouTube les 2 premières heures après la sortie d'une vidéo, mais après j'arrête et j'y retourne plus quoi. Et c'est pareil, tu peux pas t'amuser à répondre aux gens sur YouTube. Tu réponds rageux, mais tu réponds pas aux gens qui. Voilà. Quoi. Vrai, et encore, tu évites de répondre rageux, ça fait des années que je le fais plus. Mais sur Twitch, c'est instantané. Et il y a un côté moins exigeant sur Twitch. Parce que YouTube, les gens. En fait, comme la vidéo est préparée, ils arrivent, ils veulent leur dose de fun. Et s'ils n'ont pas leur dose de fun qu'ils ont dit, bah, je veux 80% de fun ou je veux rire toutes les 4 secondes, bah, ils vont être vachement plus exigeants avec une vidéo YouTube. Là où Twitch, bah, ils peuvent lancer le truc Twitch, ils te mettent dans leur deuxième écran et puis ils font autre chose à côté. Et puis si le live il est pas ouf, c'est pas grave, il y en aura un autre dans 2 jours. Donc le fait que ce soit plus souvent et moins préparé, fait que les gens sont globalement moins exigeants et puis ça permet de discuter directement aussi, tout simplement. Ouais, moi aussi, je vois ça comme de la récréation, et puis ouais, de garder le contact avec les gens. Ça remplace un petit peu finalement les salons qu'on faisait à une époque, où à chaque fois, il y avait dans le week-end programmé une séquence de questions-réponses avec les gens. Ouais. Donc ça nous permettait de répondre sur des futurs projets, ou alors parler de ce qu'on aime, ce qu'on regarde à la télé. Enfin voilà quoi. Et du coup, ça a été remplacé par Twitch, je trouve. Et puis, ouais, c'est une autre forme d'expression, c'est très différent. Bah, ça n'a rien à voir, ouais, comme tu dis, c'est pas de la... On peut faire des lives un peu préparés, mais ça n'a rien à voir avec une vidéo YouTube. Bien sûr. Donc c'est vraiment un exercice vraiment différent. Et puis, on a plein de collègues qui sont reconvertis dans cette plateforme. Sur Twitch, vous avez donc vos chaînes séparées, vous n'êtes pas forcément ensemble. Par exemple, pour la soirée du lundi, c'est d'autres streamers. Est-ce que ça vous... Je sais que toi tu passeras un très mauvais moment sur les soirées du lundi parce que tu détestes le bruit. Ouais, moi je suis pas très cacophonie et tout ça. Mais, Moi non plus. Mais après ça dépend. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça vous permet de développer chacun un peu votre univers à part. Si vous faites par exemple les visionnages d'anciennes émissions paranormales, etc. Est-ce que c'est aussi un moyen de... Est-ce que c'est aussi un moyen pour vous de développer quelque chose en dehors de votre duo aussi? Ça n'a pas été pensé comme ça, honnêtement. C'est juste chacun fait son. Enfin, c'est juste. En fait, le truc, c'est que c'est fait sur notre temps personnel, en fait, Twitch. Enfin, parce que nous, dans la période, dans la fenêtre de la journée où on est censé bosser, on bosse YouTube, mais on bosse le bazar aussi, on bosse tout ce qui est en rapport avec les trucs qu'on fait à deux ou même pas. Hein. Moi, des fois, j'écris des trucs pour le bazar dans mon coin. Mais après, Twitch, le truc, c'est la récré, comme tu dis, en fait. Hein. Ouais, ça permet d'exploiter des choses qui nous touchent. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, donc j'aime beaucoup parler cinoche, regarder des nanars, ou alors ouais, regarder des émissions paranormales, tout ça, un peu débile. On reste toujours dans dans le carcan un peu rétro, nostalgie, années 90. Mais d'ailleurs, ouais, si je peux faire passer un message, faites mystère en Blu-ray, quoi. J'arrive pas à retrouver ces émissions. C'est que des vieilles rips VHS dégueulasses. Parce que l'épisode avec les pommes qui volent, ça, c'est un classique, quoi. C'est les gens en redemandent beaucoup. Ça, et le Medium Pétoman aussi. Ça, c'est un classique. Moi, j'aimerais bien retrouver les épisodes de Tour les manèges, mais c'est impossible à retrouver. Enfin, oh la vache.
Compliqué. Ouais, non, non, toujours dans le rétro, ouais, toujours passéiste, toujours, voilà. Mais du coup, est-ce que on pourrait imaginer qu'un jour, si le duo devait se séparer, ce sera la fin du joueur du grenier ou vous pourriez continuer l'un ou l'autre Bah, moi, en tout cas, je sais que si jamais un jour Seb devait partir, j'arrêterais direct. Inversement, ouais, déjà, si tu t'en vas... Canapé vide, c'est sans trop compliqué, chiant. ouais, ouais. Ou alors, non, non, ouais, ouais, non, mais je me suis jamais posé la question, mais ouais, ça serait... Ouais, ouais, la je pense. question ne se pose même pas, en fait. Oui, oui, non, c'est clair. Si, oui. Pour rester sur Twitch, on va parler juste très rapidement d'Ojo Streamer. Vous avez été annoncé au casting. Alors, Fred, vous allez être dans la partie commentaires, si ouais. j'ai bien compris, pour cette émission. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette émission? On est sur un thème régulier, récurrent, je veux dire. Bah, à la base, moi, on m'avait Sport. Ouais, le sport, je suis un très très grand fan de sport. Non, non, bah, à la base, moi, on m'avait proposé, parce qu'il y avait Bagheera qui participait. Et du coup, on m'avait vendu ça, genre, ah, viens, il y aura des médecins, ça va être rigolo, tu vas faire des trucs avec Bagheera. Bah, du coup, elle est partie. Donc, c'est pour ça, finalement, je me retrouve Aucun intègre, c'est bien. je me retrouve aux commentaires sportifs. Et non, après, honnêtement, je vais pas le cacher, hein, je vais participer parce que c'est bien payé, quoi. Franchement, je vais pas mentir, hein, c'est pas pour l'amour du sport, hein, vous m'avez vu, hein, pour moi, c'est... Tu dis ça, t'es en streetwear, là, un peu. Ouais, je suis en jogging. Non, mais je trouve intéressant par rapport à la discussion qu'on a eue, puisque au jeu streamer, c'est quand même fait avec France Télé. Ouais. On revient sur la télévision, c'est Ouais. quelque part un peu une incursion à la télévision. Oui, complètement. Après, c'est sur la chaîne de Zerator, là, pour le coup. Honnêtement, moi, ma philosophie, c'est je m'en fous de ce que les autres font sur leur chaîne à eux. C'est juste, c'est nous, on a ce que nous, on fait sur notre chaîne à nous. Voilà, c'est tout. Et justement, vous en parliez, Bagheera devait faire partie du casting, finalement elle n'y sera pas. Il y a d'autres gens, d'autres créateurs de contenu qui n'y sont plus non plus, il y avait notamment Thibaut InShape, Ouais. Ophenia, qui ont été remplacés. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, ces changements? Bah, Ophenia, alors je la connaissais pas du tout avant cette histoire. Franchement, j'ai découvert son existence. Je sais Et qu'elle après- avait cassé le vélo de Ken Bogard. Oui, alors Voilà. j'ai appris que c'était elle. Et Après, j'aime beaucoup Ken Bogard, donc c'est pas cool. j'ai appris que c'était elle. C'est une TikTokeuse apparemment, et j'ai appris ce truc d'appli de rencontre horrible qu'elle avait fait. Là, pour le coup, je comprends qu'elle se soit fait sortir. Pour Thibaut InShape, je suis plus partagé quand même. Je trouve je vois pas sur quelle base il a été sorti de cette histoire. Ouais, je trouve ça pas cool parce que je sais pas, enfin, quand tu penses YouTuber fitness, enfin, Oui, en plus. quelqu'un qui est prêt à faire des épreuves de JO, il y a que lui qui ressort. Ouais, en fait, c'est je suis ça. désolé. C'est donc, c'est un peu, enfin voilà. Il y a un moment, faut pas tout le temps tomber. Après, ce que je comprends, c'est France Télé, ils ont été surpris par l'hystérie que ça a généré et tous les bordels que ça a provoqué sur les réseaux sociaux. Mais après, faut pas non plus tomber dans le tribunal populaire où genre c'est les gens qui crient le plus fort qui ont raison, quoi. Donc pour Thibaut, bon, moi, je suis pas trop, je trouve ça un peu vraiment dommage qu'il ait été dégagé du projet, quoi. Et vous-même, vous avez eu un moment, vous êtes un moment posé la question si vous aviez envie d'y aller ou pas, finalement? Bah moi la question elle s'est surtout posée quand Bagheera elle était plus dans mon équipe parce qu'en fait j'y allais pour elle. Hein. Donc quand Bagheera elle est partie, j'étais en mode bah j'ai pas. Enfin, il y a des gens sympas que j'ai rencontrés peut-être une ou deux fois dans ma vie, mais j'ai pas spécialement d'accroche avec eux, donc j'étais en mode est-ce que ça m'intéresse vraiment de participer avec des gens avec qui j'aurais pas grand chose à dire, quoi. Donc c'est pour ça que je me retrouve plutôt en commentaire, voilà. Et j'espère faire mon objectif c'est de faire le commentateur odieux, inspiration Thierry Roland. Et qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter ce genre d'émission par rapport à un public qui connaîtrait pas justement Twitch et YouTube? J'ai pas compris quoi. Bah, en fait, ce partenariat avec France Télévisions, c'est aussi Oui. pour essayer d'ouvrir à une nouvelle audience. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de tentative d'essayer de ramener une nouvelle audience sur Twitch, même si ce sera diffusé sur la chaîne de Zerator, mais le fait qu'il y ait un partenariat avec France Télé? Moi, je pense que c'est juste une question qu'eux, ils ont de la thune, en fait. Hein. C'est que, enfin, Non, la, Bah. la réponse pas le faire. Bah, en vrai, c'est la vérité. Hein. Y a que des gens qui peuvent organiser des projets de cette ampleur. Sinon, il n'y a que Squeezie ou Amine, quoi, en fait, qui est capable d'organiser des trucs. C'est tellement des budgets qui sont faramineux qu'aucune personne du milieu n'a les reins financiers assez solides pour faire ça. Donc, il n'y a que la télé qui est capable d'organiser, de louer chez je crois que c'est l'Accor Arena, je ne sais même plus c'est quoi le nom du stade, mais de louer un stade, de faire venir 50 streamers, plus des sportifs, plus du public, enfin, c'est impossible que quelqu'un du milieu puisse organiser ça. Donc, c'est pour ça que la télé est venue mettre les pieds dedans. Et en vrai, c'est peut-être là où le créneau de la télé peut. Enfin, c'est peut-être là où la télé peut aller chercher quelque chose sur Twitch. Parce que la télé a déjà essayé de mettre le pied sur Twitch.
Mais c'était toujours en mode, ah, on va faire comme les streamers. Vous savez, on va faire un truc où on n'a pas trop de moyens, machin. On va mettre un peu plus de moyens que le streamer habituel et essayer de faire quelque chose sur Twitch. Et ça marche pas, et à chaque fois, parce qu'ils n'ont pas l'esprit du tout, ils ont pas enfin, ils sont pas du tout dans la bonne vibe, en fait. Donc finalement, est-ce que le créneau, c'est pas justement dans l'organisation de ces méga événements qui sont complètement hors de notre portée à nous, simples mortels, quoi. Et juste pour terminer sur Thibaut, a priori, vu sa courbe de progression, il pourrait passer devant Squeezie d'ici quelques mois. Qu'est-ce que Thibaut Inchep, premier youtubeur de France, qu'est-ce que ça vous évoque? Bah bravo. Qu'est-ce que je veux dire, ouais, Ouais, c'est surtout l'évolution, c'est-à-dire ça démarre sur une chaîne un peu fitness, Ouais. voilà, muscu, tout ça, et puis ça a vraiment évolué et de là pour devenir ultra populaire et être premier, quoi, c'est quand même assez fou, quoi. Alors que Squeezie, Cyprien, c'était vraiment dans le carcan, comment les vlogs, tout ça, les trucs assez grand Après, public. ils ont énormément évolué aussi maintenant. Oui, ils ont évolué, effectivement, mais ils parlaient à beaucoup plus de gens, tu vois, donc c'est... Non, non, c'est cool, il y a un côté challenger, esprit shonen. Enfin voilà, moi je lui souhaite le meilleur, il n'y a pas de souci. J'ai encore deux petites questions. Vous parliez de Squeezie il y a quelques minutes. Vous avez déjà tenté ou voulu ou faire un feat avec Squeezie, faire quelque chose avec Squeezie? Parce qu'on vous a vu par exemple chez Cyprien. Est-ce que avec Squeezie, il y a déjà eu des discussions pour faire quelque chose ou même participer au J'ai jeu? déjà apparu avec Squeezie dans quelques-unes de ses vidéos. C'était le tribunal des bannis. Et très C'est pas certainement. celui qui a eu une shitstorm, non? C'est pas celui-là? Non, c'était un autre. Ah, c'était un Mais autre? c'est de la même série, mais c'était un autre. D'accord. Et puis, je crois que j'ai fait d'autres trucs aussi. Bon, après, c'était plus sur Twitch. Mais non, non, moi, j'ai déjà fait des trucs avec Squeezie. Et l'inverse. En fait, le truc, c'est que. Il me semble, je sais plus, pour une vidéo, on n'avait pas pensé à lui pour quelque chose. Peut-être. Mais en fait, le truc, c'est qu'on sais pense plus. pas le caméo pour le caméo. C'est juste, on va écrire un script, et puis on va se dire, à un moment donné, s'il y a un caméo qui se justifie, on va se dire, ah là, ça serait cool d'avoir un caméo de machin, parce que ça serait marrant dans l'histoire. Mais sinon, on va pas écrire, on va pas commencer une vidéo en se disant, ah ben là, il faut qu'on mette des caméos et on va faire une histoire autour, quoi. On fonctionne pas comme ça, maintenant, on ne fonctionne qu'avec des acteurs, en fait. Pour terminer, j'aurais une dernière question. Je voudrais aborder un sujet qu'on n'a pas trop évoqué pour l'instant, c'est l'argent. Un peu dessus, plusieurs fois. Du coup. Bah, les JO, là. Non, je voulais parler un petit peu. Donc, on a parlé que vous avez une société. Comment vous faites est-ce que la rémunération de YouTube suffit ou aujourd'hui pour pouvoir voilà, produire des vidéos de la qualité de ce que vous faites, on est obligé de passer par des partenariats par exemple, par des sponsors ou des choses comme ça? Ah oui, non, les partenariats, c'est obligatoire. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est obligatoire. La C'est rémunération. terminé depuis Ah oui, oui, oui. très longtemps. Voilà, la rémunération à hauteur du nombre de vues. La rémunération de YouTube, en plus, on fait pas tant de vues que ça. Les vidéos, elles vont faire 2 millions en quelques mois, et après, elles vont lentement monter au fil des années. Mais la rémunération uniquement avec les vues de YouTube, on pourrait absolument pas du tout faire ce qu'on fait actuellement. Ni payer les employés, ni faire des vidéos travaillées, ni se rémunérer nous-mêmes. Enfin, c'est impossible. Donc non, les partenariats, c'est obligatoire. Et de toute façon, à partir du moment où nous, on met des efforts dans nos vidéos, on travaille, on se casse la tête, même au niveau des sponsors, on se casse la tête aussi un petit peu à faire des petits sketchs. Et puis dans les vidéos elles-mêmes, on fait des mises en scène, on essaye toujours de faire des trucs un petit peu originaux, on reste pas le cul vissé sur le canapé à faire ah là là, les jeux ils sont pourris. Du coup, les gens voient qu'on fait des efforts, et à partir du moment où on fait des efforts, je pense qu'ils acceptent que nous derrière, on fasse des sponsors, parce qu'ils comprennent que l'argent, certes, il sert à nous payer nous-mêmes, mais il sert à payer la qualité du travail qu'on fournit, quoi. Et pour avoir un ordre d'idée, un joueur du grenier, ça coûte combien à peu près à faire? Ça dépend, alors ça va beaucoup dépendre de l'épisode en vrai, hein. Ça peut aller, de quelques milliers d'euros à quasiment 10 000 euros en fait, pour un épisode classique. On va dire. Ça dépend, mais ça dépend de plein de trucs. En fait, ça dépend si on va tourner loin, ça dépend s'il y a beaucoup d'acteurs, s'il faut faire venir des gens de. Enfin, parce qu'il faut payer s'il y a beaucoup d'acteurs, il faut payer beaucoup de cachets, puis il faut payer les hôtels. Puis des fois, il va falloir acheter un scooter, comme vous voyez dans l'entrée, là. Il va falloir acheter des props qui vont ne servir qu'une fois. Enfin, ça dépend de plein de trucs, en fait. Puis, en plus, maintenant, on fait quasiment à toutes les vidéos, depuis un an, on fait appel à des gens extérieurs, notamment dans la partie FX, post-prod, 3D. Donc ça aussi, ça chiffre parce que c'est des gens qu'on paye, c'est des gens qui ne travaillent pas pour nous, donc il faut les payer en intermittence, enfin, voilà, en prestation. Donc il y a trop de variables en fait pour dire ça coûte à peu près tant en fait. Merci. C'est bon? Ouais.